Je suis ici pour vous présenter Olivier Pérou, qui est assis à côté de moi, qui est un ami de plus de 20 ans. On s'est rencontrés quand nous travaillions tous les deux à l'ambassade de France à Bucarest, en Roumanie, qui depuis s'est spécialisé dans le monde de la migration. Plus particulièrement, il va nous en parler, de la traite et dans la traite de la question des mineurs. Olivier est expert, il a été demandé, il travaille couramment avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, avec les affaires étrangères, mais aussi pour le Secours catholique, pour d'autres associations. Il est là donc, comme vous le savez, pour nous parler d'un sujet brûlant sur les migrants qui sont d'une certaine façon les oubliés peut-être de cette époque bien troublée par ailleurs. Merci Olivier d'être venu jusqu'à Lourdes pour nous parler de ce sujet. Je te laisse sans plus tarder la parole. Olivier parlera 45 minutes, je suis là pour l'arrêter. Et ensuite on aura le temps au moins pour une bonne quinzaine de minutes de questions à la fin de son propos. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Effectivement, ça fait toujours chaud au cœur de voir que cette question intéresse et suscite la curiosité, et plus que ça, bien sûr. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous avez vu, l'intitulé, c'est effectivement les migrants, les oubliés, effectivement, de la pandémie. Donc, la pandémie, bien sûr, génère et continue de générer des drames humains. Mais cette pandémie est aussi un révélateur d'enjeux sociétaux, d'enjeux aussi environnementaux, etc., etc. Alors cette pandémie a commencé à révéler une image de la migration qui n'est pas forcément l'image qu'on entend. Sauf que cette image a vite été recouverte de discours hostiles et haineux sur la migration, ce qui fait que cette image reste très floue pour la plupart des personnes. Je vais donner quelques exemples où on va pouvoir deviner des contours qui parfois émergent du flot de l'actualité. Premier exemple, en France, donc maintenant c'était il y a 1 an et demi, donc lors du premier confinement en 2020, on a entendu une annonce du gouvernement un peu particulière où on expliquait qu'on avait besoin de professeurs ou d'enseignants pour aller aider les agriculteurs. Bizarre, effectivement. Cette annonce tombait de façon un peu insolite et incongrue. Et derrière, on s'aperçoit que, effectivement, quand les mouvements migratoires sont stoppés, c'est-à-dire que quand les frontières sont totalement fermées, notre modèle de production alimentaire, qui est quand même la base, effectivement, pour n'importe quelle société, est en péril. Deuxième exemple, le Royaume-Uni. En ce moment, alors si vous suivez l'actualité, vous avez forcément entendu parler à la fois de la crise, comme il s'appelle, la crise donc de l'essence, et même ces derniers jours, les Anglais commencent à avoir peur de ne plus avoir de bacon, puisqu'ils sont en manque de bouchées. Et quand on regarde effectivement un des moteurs du Brexit, il y avait effectivement ce rejet des Européens de l'Est, notamment les Roumains et les Polonais, qui prenaient le travail des Anglais. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'une partie importante s'est en allée à quitter le Royaume-Uni, et donc le Royaume-Uni se retrouve en difficulté. Parlons de l'Allemagne. Donc tout le monde se rappelle de l'ouverture de la fameuse route des Balkans, c'est-à-dire qu'on avait des dizaines de milliers de migrants qui étaient massés à la frontière grecque, et Angela Merkel a décidé donc d'ouvrir cette frontière. Alors derrière ce geste humaniste qui a été très important, bien sûr, il y avait aussi des aspects pragmatiques, puisque dès 2012, cette même Angela Merkel expliquait que si l'Allemagne n'avait pas 2 millions de travailleurs immigrés, en 2020,
l'ensemble des secteurs en Allemagne, des secteurs économiques, seraient en pénurie de main-d'œuvre. Je terminerai aussi avec l'exemple des pays d'Europe de l'Est, dont les gouvernants ont souvent un discours très hostile à la migration. Il faut savoir qu'eux aussi sont touchés par ces pénuries de main-d'œuvre. Si on regarde la Pologne, officiellement, il y a plus d'1 million d'Ukrainiens qui viennent faire le travail, et on pourrait dire en boutade qu'on ne trouve plus de plombiers polonais en Pologne, et donc du coup c'est des Ukrainiens qui doivent faire ce travail-là. Et aussi la Roumanie a dû passer des accords avec les Philippines, avec le Vietnam, pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère, car notamment dans tout ce qui est construction, il n'y a plus de main-d'œuvre. C'est pas complètement une surprise, en fait, l'Europe est toujours très dépendante dans son fonctionnement économique d'une main-d'œuvre étrangère, et le taux de natalité de tous les pays étant constamment en baisse, avec une population du coup de plus en plus vieillissante, effectivement, cette main-d'œuvre étrangère est nécessaire au fonctionnement de l'Union européenne. Ça, c'est effectivement pour l'aspect économique, pragmatique, mais qui transparaît peu. En 2015, ce qu'a engendré le conflit syrien, c'est effectivement une vague d'attentats qui a touché beaucoup de pays, dont l'Europe, et qui a créé, bien sûr, une peur très importante chez l'ensemble des populations européennes. L'arrivée aussi de migrants, plus d'1 million en 2015, a suscité aussi des peurs et donc la montée de partis d'extrême droite ou de discours d'extrême droite qu'on va retrouver dans de nombreux partis. Ce qui fait qu'en fait, les partis politiques se retrouvent dans un paradoxe où d'un côté, il y a besoin d'une main-d'œuvre immigrée pour faire fonctionner l'économie européenne, et de l'autre côté, l'opinion publique, la pression des partis d'extrême droite font que tout ce qui est mesure qui ressemble à la régularisation, à augmenter le nombre de visas, est inaudible pour les opinions publiques. Et c'est ce paradoxe qui va produire, si vous voulez, des situations sociales extrêmement complexes pour les migrants. Donc je vais commencer par ce qu'on appelle la sécurisation des frontières. Donc la sécurisation des frontières, elle a été mise en place, on va dire, très rapidement dès 2016, dès mars 2016, où on dit bah, maintenant la route des Balkans, il faut vraiment la fermer, et donc on va refermer les frontières en les sécurisant. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors la sécurisation des frontières a produit énormément de morts, de drames et tout, et je ne reviendrai pas dessus, mais bien sûr c'est sans doute le point le plus dramatique. Mais quelque chose qu'on sait moins, c'est que ça produit aussi un développement du crime organisé. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc en 2010, j'ai été amené à travailler à Calais, dans ces fameuses, ce qu'on appelle les jungles de Calais. Là. En 2010, pour passer en Angleterre, les migrants passaient alors certains passaient gratuitement, ils se cachaient dans des camions et ils arrivaient à passer, et d'autres payaient jusqu'à 500 € le passage. Depuis 2010 et l'arrivée plus importante de migrants, les frontières ce passage-là a été énormément sécurisé. Si vous allez à Calais, vous verrez des doubles palissades qui font plus de 8 mètres de haut. On a des chiens qui vont détecter s'il y a des personnes qui sont cachées dans des camions, etc., etc. Donc on a vraiment une frontière qui a été sécurisée avec toute la technologie moderne et tous les moyens, des moyens très importants. Et quand on regarde maintenant le prix du passage, en tout cas, moi j'y ai travaillé donc en 2016, juste avant l'évacuation de cette jungle, on était sur des prix du passage à 5 000 € jusqu'à 7 000 €. Ce qui fait que plus on sécurise, plus les personnes ont besoin de professionnels du passage, parce que ça devient très difficile de passer tout seul, et donc plus c'est cher. Ouais. Et au moment, donc en octobre 2016, où la jungle a été évacuée, on avait 10 000 personnes. Si on fait 10 000 multiplié par 5 000, on arrive à un marché de 50 millions d'euros. Et donc ce marché, bien sûr, attire des organisations qui n'étaient pas les organisations qu'on voyait en 2010, mais on est tombé sur des organisations albanaises très actives dans le trafic de drogue, donc très organisées, des Kurdes irakiens, voilà, différentes organisations qui appartiennent vraiment au crime organisé. Donc, du coup, ça développe effectivement le crime organisé.
L'autre constat qu'on peut faire, c'est aussi la marchandisation des migrants. C'est-à-dire que vous avez sûrement tous entendu parler ou vu des images sur les esclaves en Libye. Donc des personnes qui se retrouvent à être vendues, donc des migrants subsahariens qui viennent de différents pays d'Afrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Sénégal, le Mali, etc. et qui sont vendus sur des marchés. Alors ce modèle-là, ce modèle libyen, s'est diffusé en fait dans toute la région et même au-delà. C'est-à-dire qu'on va retrouver des fonctionnements similaires en Grèce, en Macédoine du Nord, au Maroc, en Algérie, etc. etc. Alors, comment fonctionne en fait cette fameuse aventure clandestine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États sont de plus en plus frileux à accorder des visas. Donc, la voie pour migrer passe par ce qu'ils appellent l'aventure clandestine, c'est-à-dire que la migration irrégulière. Donc cette migration irrégulière, pour les personnes qui arrivent en Europe, la plupart du temps, elles ont pris ce qu'on appelle un passage garanti, c'est-à-dire qu'ils payent un passeur localement. Donc si on parle de la Guinée, ils vont payer un passeur, par exemple, qui est à Conakry, dans la capitale, et ce passeur va négocier avec des passeurs locaux sur la route, au nord du Mali, en Algérie, au Maroc, etc. etc. Ça, c'est un coût qui est plus important que les gens qui font ce qu'on appelle le step by step, c'est-à-dire qu'ils arrivent à une frontière, ils travaillent le temps de gagner suffisamment d'argent pour payer un passeur, passer la frontière, et ils retravaillent pour passer la frontière d'après, etc. Donc le coût est plus important, mais normalement la route est plus sûre. Donc ils payent ce passeur local, et ce qu'on observe, c'est que, je vous dis, il y a cette transposition du modèle libyen, c'est que dans cette migration-là, sur la route, on a de plus en plus de phénomènes de séquestration. C'est-à-dire qu'en fait, les migrants sont mis dans ce qu'on appelle des foyers. Enfin, c'est le nom qui est utilisé par les migrants eux-mêmes. Et ces foyers, en fait, ils sont tenus par donc, des personnes qui appellent leur famille et qui demandent à la famille de payer une rançon pour les faire sortir. Souvent, quand ils les appellent, ils les torturent pour être sûr que la famille paye. Si la famille ne paye pas, ou si personne ne paye, c'est là où du coup ils vont être vendus comme des esclaves et ils vont travailler dans la construction, dans l'agriculture, dans l'exploitation sexuelle et autres. Et donc en plus du passage garanti, qui a un coût, ces migrants donc, ont entendu parler de ces histoires et souvent confient une somme d'argent à une tante, à une sœur, à un oncle qui est resté au pays, et qui, lorsqu'ils sont séquestrés, va faire un virement. Alors tout se fait maintenant par des banques en ligne. En Afrique de l'Ouest, c'est surtout Orange Money. Et donc comme ça, les trafiquants voient que l'argent est arrivé et donc il peut être libéré. Quand on fait le calcul de tout ça, par exemple pour des Guinéens, on est sur des parcours migratoires pour l'Europe qui vont être entre 8 000 et 16 000 euros. Ce qui fait que c'est des sommes très importantes. Et ça crée, quand les gens arrivent en Europe, un endettement, une somme qu'ils devront rembourser. Donc ça, c'est une véritable difficulté. Alors ça, c'est valable pour les hommes, mais pour les femmes, puisqu'il y a aussi bien sûr une migration féminine, et quand je dis les hommes, c'est aussi les mineurs, on va en parler juste après. Mais pour les femmes, on arrive à un système assez pervers avec cette sécurisation des frontières qui certes a produit des résultats en termes de flux, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que si en 2015, on a 1 million de personnes qui arrivent en Europe, dès 2017, ça a été divisé par 3. Et à partir de 2018, on est au même niveau de migration que ce qu'on avait connu avant les printemps arabes, c'est-à-dire en 2008, 2009, 2010. Donc certes, ça a produit une baisse très importante des flux. En revanche, bien sûr, ça a créé une marchandisation des migrants, puisque les migrants deviennent une marchandise à trafiquer comme une autre, avec des personnes qui, en installant leur foyer et autres, vont gagner de l'argent sur cette aventure migratoire. Et pour les femmes, la route est extrêmement dangereuse. Et donc, elles ne peuvent pas passer par les mêmes zones, les mêmes étapes que les hommes. Et donc, ce qu'on voit notamment en Nigeria, pour les femmes nigérianes qui souhaitent rejoindre l'Europe, ce qu'elles expliquent, c'est que souvent, c'est beaucoup plus sûr de passer par des
réseaux de traite des êtres humains qui vont les exploiter sexuellement en Europe que de tenter l'aventure seule avec tous les risques qu'on peut imaginer sur cette route migratoire. Donc du coup, elle voit les réseaux criminels de traite des êtres humains comme des réseaux qui sont plus protecteurs, et de fait, ils le sont sur la route, puisque souvent certaines femmes vont venir en un mois, même pas, avec du coup un parcours balisé, puisque l'intérêt des trafiquants, c'est qu'elles arrivent, si vous me permettez l'expression, en bon état pour pouvoir être exploitées sexuellement en Europe. L'autre voie aussi pour les femmes, c'est de passer par des mariages arrangés pour des personnes qui sont déjà arrivées en Europe, mais souvent c'est des maris qu'elles ne connaissent pas. Et donc elles se retrouvent avec ce mari qui a payé sa venue. Elles se retrouvent voilà, souvent très isolées, avec une personne souvent plus âgée. Donc ça crée effectivement des drames aussi très importants sur cette migration féminine qui passe complètement sous les radars, si on peut dire ça comme ça, qui reste invisible pour les raisons que j'expliquais. C'est-à-dire que si c'est une femme qui se retrouve mariée, on ne va pas la voir dans la rue, nulle part. Et sur l'exploitation sexuelle, souvent, disons que voilà, ça reste assez peu sous l'œil des médias. Donc, voilà, donc on a effectivement cette marchandisation des migrants. On a du coup, quand il y a une arrivée en Europe, un phénomène d'endettement. Effectivement, si on doit... Alors, c'est variable suivant les pays d'où les personnes viennent. Donc j'ai parlé de la Guinée, on est entre 8 000 et 16 000 euros. D'autres pays qui sont plus loin, par exemple le Bangladesh, en ce moment on a beaucoup d'arrivées du Bangladesh, on est sur des dettes qui peuvent aller jusqu'à 30 000, 40 000 euros, comme le Vietnam. Mais aussi, par exemple, pour l'Afrique du Nord, pour le coup, ça va être beaucoup moins. Certains même arrivent encore à passer gratuitement. Donc, du coup, ça va bien sûr conditionner les profils des personnes qui vont venir. C'est-à-dire que ceux qui payent plus, souvent, c'est des gens qui viennent, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, de milieux sociaux plutôt urbains, classe moyenne, voire classe moyenne élevée. En revanche, pour ceux où c'est beaucoup plus proche, finalement, là, on va avoir un éventail sociologique beaucoup plus large. C'est-à-dire où la migration est moins coûteuse. Donc, ils arrivent en Europe, et pour beaucoup de personnes, en Europe, ça va être extrêmement difficile de pouvoir être régularisé. Et donc, vu de l'étranger, pour se régulariser, il y a deux stratégies. Soit être demandeur d'asile, mais ça dépend quand même beaucoup de la nationalité, c'est-à-dire que les taux d'acceptation en fonction des nationalités ne sont pas du tout les mêmes, même si tout le monde a le droit de demander l'asile. Voilà, si on prend par exemple l'Albanie, le taux est de 5%. Si on prend maintenant l'Afghanistan ou la Syrie, on est à vers 80% ou 90%, ce qui est relativement normal, hein, puisque effectivement, l'asile, c'est par rapport au conflit, par rapport au risque de persécution si on rentre dans son pays. Sauf que du coup, c'est vu comme une des seules voies de se régulariser, et l'autre voie, c'est le fait de migrer mineurs. Alors certains adultes peuvent se faire passer pour des mineurs, évidemment que ça existe, mais concrètement, ça a développé en fait une migration des mineurs qui est entre 15 et 20%. Et ça, on peut le vérifier assez régulièrement. Par exemple, justement, quand il y a eu l'évacuation de la jungle, effectivement, on avait à peu près un peu moins de 2000 mineurs sur 10 000 personnes qui étaient dans cette jungle. Et là, pour le coup, et donc, du coup, c'est ça qui crée un phénomène de mineurs en migration. Donc, ces difficultés de régularisation se retrouvent un petit peu en cascade, c'est-à-dire que la protection de l'enfance, si on prend le cas de la France, se retrouve avec ces mineurs non accompagnés à protéger. Et là, on s'aperçoit que la tendance, c'est que la protection pour les mineurs non accompagnés a beaucoup moins de moyens que pour la protection de l'enfance classique. C'est-à-dire que si on est très pragmatique, si on regarde les appels d'offres et qu'on regarde les prix de journée, le prix de journée, c'est combien va verser l'aide sociale à l'enfance pour un mineur chaque jour. Et là, on voit que pour un foyer de un foyer de l'enfance classique, on est sur un prix qui est aux alentours de 150 €. Et pour les mineurs non accompagnés, on est sur du 50 €. Donc, du coup, cette prise en charge fonctionne
relativement mal, dans le sens où on est plus en train de gérer l'attente que de permettre aux personnes de suivre une formation et de pouvoir trouver un métier. Avec peut-être un espoir que du coup, si on ne les prend pas bien en charge, ils vont partir, ce qui ne se passe pas dans la réalité. Et c'est là où, à nouveau, ces personnes sont à risque, puisque si la prise en charge classique ne fonctionne pas, d'autres formes de prise en charge se mettent en place, et notamment des formes de récupération par des réseaux qui comprennent que ces mineurs qui ne trouvent pas leur place dans l'aide sociale à l'enfance sont facilement utilisables et manipulables pour toutes sortes de délits qui sont du coup qui peuvent rapporter énormément. Alors, si on parle des mineurs, sur ce qu'on observe, alors il faut rappeler que la majorité des mineurs non accompagnés qui sont pris en charge en fait, cherchent à avoir des contrats d'apprentissage et sont souvent très appréciés des patrons qui vous expliquent que, bah voilà, moi j'ai une boulangerie, j'arrive pas à trouver des jeunes Français qui acceptent de se lever à 4 heures du matin. Et donc, je suis très content d'avoir un jeune Malien, un jeune Guinéen qui, lui, a compris qu'il n'aurait qu'une seule chance. Et donc, s'il ne la saisit pas, c'est fini. Donc, on a une mobilisation des patrons qui dit, en fait, on en a vraiment besoin. Et puis, on a des mineurs qui sortent de la prise en charge, voire qui ne rentrent jamais dans cette prise en charge, et qui, eux, sont victimes de récupération par des réseaux. Et en ce moment, on a notamment un phénomène assez important avec des mineurs d'Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie et un petit peu Tunisie, qui donc viennent, tentent plus ou moins d'être pris en charge par un cousin et autres. Souvent, les liens familiaux ne sont pas assez forts pour que ça tienne. Et là, du coup, ils vont s'adresser, pas à l'aide sociale à l'enfance, mais à des compatriotes, certains qui, bien sûr, ne seront pas bienveillants. Et ces compatriotes se disent que là, ils vont pouvoir, du coup, les faire travailler. Et donc, on retrouve effectivement ces jeunes qui vont être utilisés pour du vol à la personne, du vol à l'arraché, du trafic de stupéfiants. De plus en plus, ils remplacent des guetteurs dans les quartiers en France, des cambriolages, et après, effectivement, ou des choses un peu plus spécifiques comme du vol de montres et autres. Et souvent, ces jeunes-là sont tenus avec une emprise qui est très basique, mais très destructrice, puisqu'ils viennent parfois avec des addictions, mais qui sont développées, notamment des addictions à des médicaments détournés. Et donc, ils sont tenus par ces petits réseaux avec des besoins de consommation parce qu'ils ont des addictions tous les jours. Et en plus, ces produits qu'ils prennent, notamment comme un médicament qui s'appelle le Rivotril, qui est un antiépileptique mais pris à forte dose, qui devient désinhibant, en fait, les aide à commettre ces délits. Donc, du coup, on est vraiment sur ça pose des problèmes, bien sûr, d'ordre public, de sécurité très, très importants. Et si on est dans le discours basique, on se dit, bah, en fait, c'est parce qu'on est trop gentil avec eux et donc il ne faut pas les protéger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, eux ne rentrent à peine dans la protection, donc là, ne demandent rien. Mais plus on les maintient dans cette rue, plus ça devient une main-d'œuvre facile pour ces réseaux. Et avec une forme d'impunité, puisque c'est difficile de faire des enquêtes, les jeunes parlent très peu, et donc du coup le risque pénal pour les réseaux qui les emploient reste très faible, et c'est bien ça qui les intéresse. Donc on a cette difficulté-là, et après si je regarde l'heure en même temps, ouais, très bien. Et on voit aussi d'autres formes qui se développent par rapport au marché du travail. Alors notamment si on reste sur le domaine des mineurs, on s'aperçoit qu'on voit de plus en plus de jeunes qui travaillent pour Uber Eats, Deliveroo, etc. sous des fausses identités, c'est-à-dire d'identités de personnes qui ont des papiers et qui sont majeures. Et là, donc, c'est assez facile de falsifier des identités vu que tout se fait en ligne. Donc, on a aussi une délégation de ces tâches, si vous voulez, à des mineurs ou à des migrants. Et alors, en règle plus générale, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que cette migration et la place qu'on réserve aux migrants révèlent quelque chose sur nos enjeux de société et dépassent totalement le caractère de la migration. C'est-à-dire que le modèle finalement qu'on choisit, ce paradoxe dont je parlais au début,
c'est qu'on a à la fois besoin de migrants, mais on ne veut pas véritablement leur donner une place pour des raisons politiques, d'opinion publique, etc., comme on l'a vu. Et donc, on accepte que de nombreuses personnes travaillent au noir, donc de façon irrégulière, dans énormément de secteurs, que ce soit effectivement la restauration, le bâtiment. Alors ça, c'est pas une découverte, mais depuis 2015, effectivement, ça s'est amplifié. Ces personnes qui travaillent au noir, avec tous les abus et toute la précarité que ça crée, déjà ne permettent pas à ce qu'il y ait des rentrées sociales. Donc effectivement, les patrons n'ont pas besoin de payer les cotisations, les charges patronales, les charges sociales sur ces salaires-là. Et on a l'impression que ça tire, quelque part, ça ressemble un peu à une forme de laboratoire. Ça tire en fait tout le marché du travail vers le bas. Et c'est sûr que de plus en plus, on assiste à des formes légales où le salariat disparaît. C'est-à-dire quand on pense, voilà, effectivement, à ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, donc Uber, Amazon, etc., où des gens sont payés à la journée. S'ils sont malades, ben, ils ne peuvent pas travailler, du coup, ils ne sont pas payés. Parfois, même s'ils sont absents à la dernière minute, ils doivent trouver quelqu'un d'autre qui doit les remplacer et ils doivent se payer cette autre personne parce que voilà, sinon ils se sont engagés et donc ils auront des amendes à payer. Et donc on s'aperçoit que cette précarisation gagne en fait une partie du salariat qui se délite avec ces possibilités finalement qui sont offertes d'avoir une main-d'œuvre sans statut, sans protection. On a à peu près la même chose du côté de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que les prix de journée pour les mineurs non accompagnés sont beaucoup plus faibles. En 2020, le nombre de migrants a chuté et le nombre de mineurs non accompagnés aussi. C'est-à-dire que ça a été divisé par 2. On était à peu près à 18 000 mineurs non accompagnés en 2019 et on est passé à 9 000. Du coup, énormément de structures se sont retrouvées sans mineurs, c'est logique. Et donc on s'est dit, mais en fait ces structures, puisqu'elles existent à 40-50 € le prix de journée, pourquoi ne pas y placer aussi les enfants français? Et donc on voit que ça tire un petit peu tous les secteurs sociaux, mais aussi le secteur du travail par le bas. Et c'est là où du coup il ne faut pas se tromper de combat, c'est-à-dire que cette absence de statut, c'est pas juste effectivement des migrants dans un coin qui n'intéressent personne. C'est vraiment, ça redessine des enjeux sociétaux très importants. Et donc ces enjeux sociétaux font que on commence à avoir des rapports de force qui se dessinent où d'un côté, en fait on n'est pas sur des rapports de force qui sont sur des aspects raciaux. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans les discours, etc. On est vraiment sur des aspects sociaux. Et on commence à avoir une société qui se coupe en deux, où d'un côté, on pourrait dire qu'on a les sujets de la mondialisation, c'est-à-dire que des personnes qui ont un travail, un CDI, effectivement, qui sont intégrées, etc., qui ont un statut qui est très protecteur, ce qui est la plupart d'entre nous ici, et encore. Et puis, de plus en plus, que ce soit pour les jeunes qui accèdent au marché du travail, mais que ce soit pour toute autre catégorie sociale qui se retrouve au chômage et qui se retrouve contraint d'accepter ces travaux-là, et bien sûr les migrants, qui est le thème de notre conférence, ils finissent par devenir les objets de cette mondialisation. Et quand on dit les objets de la mondialisation, c'est à la fois les objets d'une forme d'exploitation qu'on pourrait dire légale, comme on l'a vu et comme ça a été décrit notamment dans le film de Ken Loach, il en parle très bien, mais aussi une exploitation par le crime organisé. Et c'est ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr un phénomène de récupération de ces femmes pour l'exploitation sexuelle, de ces mineurs pour des vols, des cambriolages, du trafic de stupéfiants, etc., etc. Et cette impression-là, si on n'arrive pas à démonter effectivement ces mécanismes, finalement les faits divers vont permettre d'alimenter ce discours d'extrême droite en montrant qu'effectivement, regardez, ces étrangers créent des problèmes de délinquance et autres. Et donc, c'est vraiment ce paradoxe qui est nécessaire, en tout cas de conscientiser et de comprendre effectivement que ce qui se passe chez les migrants
est en train d'infuser dans le reste de la société et donc de créer cette société où on a une forme de discrimination, voire d'apartheid social entre des gens qui vont avoir un statut, qui seront protégés, qui auront un contrat CDI et autres, et d'autres personnes qui n'auront pas le choix, soit d'être exploitées par le crime organisé ou d'être exploitées par des formes légales qui se développent. Et donc, les migrants, la place des migrants qu'on donne aujourd'hui dans notre société est révélateur, selon moi, et j'espère que j'ai pu vous convaincre, de cet enjeu sociétal qu'il faut d'abord conscientiser pour après pouvoir ensemble lutter contre ce phénomène-là. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse avoir suffisamment de temps. Ouais. Bien, merci Olivier. Donc on a une demi-heure. Je vais me lever pour prendre vos questions. Alors il faudra lever très haut le doigt pour que je puisse vous voir. Alors, et puis être patient parce que... Alors. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir concernant les mineurs récupérés par les réseaux d'organisations criminelles, y a-t-il des services de communication pour apprendre à gérer au niveau des structures policières, des PJJ, etc. Parce que moi, j'ai eu le cas sur le site où je travaille. C'est pas toujours facile. Les mineurs qui arrivent, qui s'échappent de ces organisations, qui cherchent un moyen, on les a, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où les mettre, parce qu'ils ne parlent pas français, bien évidemment, ils ont du mal, ils ont peur, ils sont craintifs. Donc on réussit de temps en temps à les envoyer vers des foyers, quand ils ne sont pas tous pleins, bien évidemment, pour mineurs, avec des psychologues qui les prennent plus ou moins en charge, mais après on les retrouve dehors. Donc, y a-t-il des structures, comme vous venez de nous expliquer, y a-t-il des gens qui passent dans des conférences dans des administrations comme le ministère de l'Intérieur qui pourraient ensuite rediffuser sur les sites commissariats et gendarmerie, etc., afin de mieux gérer. Et au niveau des psychologues police également, pour qu'il y ait une meilleure compréhension déjà d'une part, et savoir comment les prendre en charge par la suite, parce que ça c'est une catastrophe. Voilà, merci. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc il y a besoin effectivement d'une adaptation de la protection de l'enfance à ces nouvelles situations de protection de l'enfance. Et parfois, on a l'impression que la protection de l'enfance dans son ensemble pense que c'est aux mineurs de s'adapter à elle et non pas l'inverse. Alors, quand je dis ça, ça fait... c'est vraiment un peu du vécu, si vous voulez. Donc, monter des structures innovantes, travailler autrement avec ces jeunes, c'est une nécessité parce que sinon, en fait, ils ne vont pas partir, ils vont être pris en charge par d'autres. Et là-dessus, alors il commence à y avoir des expériences pilotes. On peut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays européens, parce qu'en fait, c'est des phénomènes qui sont européens. C'est vrai qu'il ne faudrait pas les réduire à la France. Donc, il y a vraiment un travail, notamment sur les mineurs victimes de traite. On sait qu'il faut des protections spécifiques, et donc il commence à y avoir des structures qui ont des protections spécifiques. Sur ces mineurs-là, il y a tout un travail à faire en termes d'addiction et donc de pouvoir soigner cette addiction. Et donc, il commence à y avoir des petites initiatives, mais effectivement, c'est trop long, trop lent. Et on a vraiment une difficulté de pouvoir adapter cette prise en charge. Et ce qui est difficile à faire comprendre, notamment aux professionnels, y compris le ministère de l'Intérieur et autres, c'est qu'en fait, protection et répression fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'une personne qui est bien protégée, il y a beaucoup plus de chances qu'elle accepte de témoigner. Et donc ce témoignage sera nécessaire pour démanteler ces réseaux, puisque c'est la personne qui a été exploitée qui souvent les connaît le mieux de l'intérieur. Alors que si elle n'est pas protégée, si on n'arrive pas à la sécuriser, c'est beaucoup trop dangereux pour elle de faire des révélations. Donc il faut qu'on arrive à changer cette culture et à faire en sorte que éducateurs, policiers, magistrats puissent travailler ensemble
puisque dans ces phénomènes qui relèvent de la traite des êtres humains, s'il n'y a pas un travail ensemble, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un policier, s'il y a du trafic de drogue ou du trafic d'armes, il arrête les auteurs et ils vont détruire les armes et la drogue. Là, le problème, c'est quand la marchandise, c'est des personnes, et du coup, si le domaine social ne travaille pas avec la police, en fait, personne ne sait faire. Le policier ne sait pas faire et le social seul ne peut rien faire non plus. Donc ça oblige vraiment à un changement de culture professionnelle et c'est vrai que ça met beaucoup de temps, mais cette adaptation sera nécessaire. Alors, après, honneur aux dames. Merci. Bonjour, merci pour cet exposé très intéressant. C'est une question assez proche de la vôtre. C'est que je vais vous parler du cas suisse, je regrette. Mais, donc il y a des structures souvent très bien faites par les cantons pour les mineurs. Et quand ils ont 18 ans et un jour, il n'y a plus rien. Et là, on a un problème parce qu'on les relâche parfois dans des endroits où ils ne savent pas quoi faire, où ils sont mal accueillis. Et je crois, et c'était là où je voulais poser ma question, c'est que socialement, les migrants ne sont pas des pauvres. C'est-à-dire que la Caritas, elle sait bien faire avec les pauvres, mais les migrants, c'est une autre forme de sociologie, j'ai l'impression, et je voulais avoir votre avis là. Merci. Oui, alors, encore une fois, de toute façon, on a besoin de s'inspirer les uns des autres, et donc je pense que les exemples des autres pays européens, qui souvent sont plus avancés, sont nécessaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce partage d'expérience. Sur les sociologies, effectivement, des migrants, en tout cas, quand on est sur des débuts de migration, alors c'est le cas par exemple de la Guinée où il y avait très peu de diaspora en France, on est effectivement sur des personnes qui sont plutôt des classes aisées, qui viennent, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. En revanche, quand on est soit sur des situations où c'est assez facile techniquement de migrer sans qu'il y ait un coût très important, ce qui est le cas par exemple pour l'Afrique du Nord, mais aussi par exemple pour l'Albanie, la Serbie, etc. Là, du coup, les sociologies sont beaucoup plus vastes. Et enfin, quand il y a des diasporas importantes, c'est le cas par exemple, je sais pas, du Mali ou du Sénégal en France, il y a une prise en charge qui est faite par la diaspora, mais ça peut être des personnes qui sont analphabètes et qui viennent du village. Quand c'est grosso modo des diasporas anciennes, du coup, on va avoir des personnes qui n'ont pas forcément. Donc ça dépend vraiment et du temps de la migration, j'ai envie de dire, depuis quand cette migration existe, et aussi des conditions et notamment du prix de la migration. Et quelque part, la question à vous poser quand vous travaillez avec des mineurs ou des femmes ou autres migrantes, si vous avez des doutes sur de l'exploitation, c'est finalement qui a payé le voyage. Et ça va vous permettre de mieux comprendre les contraintes qu'ils subissent. Est-ce qu'ils doivent rembourser? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rembourser? Après, ça vous permettra de vous poser toutes ces questions qui sont essentielles pour que la personne puisse se libérer de cette emprise et qu'on puisse ensuite travailler à autre chose qu'une personne qui devient complètement contrainte à rembourser et à être stressée par ça et qui n'adhère plus à rien. Après, je prends les rangs derrière. Oui, bonjour à tout le monde et merci pour votre exposé. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui est arrivé à mon père. Mon père était ukrainien, il est né en 1902 et à l'époque, il y avait donc l'Ukraine qui veut retrouver sa liberté. Et il a combattu la Russie, la Grande Russie avec Lénine, soi-disant. Seulement voilà, ils ont été défaits les Ukrainiens, quel que soit le bord, Petliura ou Makhno. Et mon père, il s'est retrouvé comme réfugié politique en Pologne. Et en Pologne, il y a eu des commissaires qui sont venus de France, des mines du Nord, envoyés spécialement pour venir chercher des gens, pour venir travailler dans les mines. Alors aujourd'hui, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Europe, on agit ou on subit la migration?
Voilà, c'est ma question. Oui, alors en fait, chaque pays en Europe a une politique quand même assez différente. Ce qu'on peut prendre comme exemple, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne, on a eu effectivement presque 1 million de travailleurs qui sont arrivés, beaucoup de Syrie, d'Afghanistan, etc. Donc au moment de l'ouverture de la route des Balkans. Et puis on a eu cette montée des partis d'extrême droite en Allemagne, dont l'AfD notamment. Ce qui fait que du coup il y a eu un changement de stratégie de l'Allemagne qui a toujours besoin de main-d'œuvre, mais donc qui est allé du côté des Balkans. Et donc ils ont commencé à mettre en place des formations en Albanie, en Serbie, en Bosnie, avec des cours d'allemand, mais surtout des formations qui correspondaient à leurs besoins pour des plombiers, des chauffeurs routiers, et là avec la crise sanitaire, beaucoup effectivement d'infirmiers. Et donc les personnes reçoivent des visas de travail. Donc eux, ils ont une politique, on va dire, très active, où ils contrôlent finalement la main-d'œuvre qu'ils veulent. Ce n'est pas sans conséquence dans les pays d'origine, puisque du coup, que ce soit la Serbie, l'Albanie, la Bosnie, etc., a souffert d'un manque de personnel médical, puisqu'ils ont tous été recrutés en Allemagne. Et ils travaillaient dans des meilleures conditions, avec un meilleur salaire, donc c'était difficile pour eux de rester, de ne pas être tentés de migrer. Et on a d'autres pays, effectivement, qui subissent, et je vous rejoins d'une certaine façon, enfin, avoir des politiques de visa, après, elles sont discutables et tout, mais ça sera toujours mieux que de ne pas avoir de politique du tout, et de fermer les yeux sur une économie au noir qui finalement concerne maintenant des secteurs entiers, enfin, effectivement, la restauration, la construction, l'agriculture, même d'une certaine façon. Et donc de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe, et donc du coup de ne pas intervenir. Parce qu'effectivement, ça crée des drames humains, ça crée de l'exploitation, ça crée des prises de risques incroyables depuis les pays d'origine pour rejoindre du coup l'Europe. Et donc c'est sans doute la pire des politiques où on n'arrive pas finalement à nommer les enjeux. C'était un petit peu le but de cette conférence. Au moins, si on arrive à comprendre les enjeux, après chacun se fera son opinion et tout, mais on a ça sur la table. Et donc, je vous dis, les pays ont des politiques assez différentes, mais ouais, les deux opposés, on va dire, ça serait peut-être un peu l'Allemagne qui est très proactive et qui va anticiper sur ses besoins, et la France qui, quelque part, ne veut surtout pas parler de régularisation et tout, et donc n'ose pas du tout ouvrir le couvercle, si on peut dire, et montrer ce qu'il y a, et du coup, ça obligerait à régulariser pour que les gens qui travaillent puissent enfin avoir un statut. Bonjour, donc moi je suis Madame Marquet, j'habite dans le Loir-et-Cher et j'ai un petit émigré qui s'appelle Mohamed. Ça fait 3 ans qu'il travaille chez moi, pas au noir. Je lui ai fait un contrat d'apprentissage pendant 2 ans. 1 an, il est ouvrier. Donc là, vous me faites peur parce que vous êtes en train de me dire qu'il ne va plus avoir d'avenir. Ça fait 3 mois qu'il attend ses papiers, alors qu'il a tout correct. Il travaille chez nous, il est indispensable dans mon entreprise, et on n'arrive pas à avoir ses papiers. Il est bloqué. Normalement, il ne devrait plus pouvoir travailler chez moi, parce qu'on ne lui a pas donné ses papiers. Heureusement, j'ai quand même eu l'accord du ministère du Travail par Internet, comme quoi qu'il pouvait travailler chez moi. Mais ça engendre qu'il a un appartement, qu'il ne peut plus payer. Pour l'instant, c'est moi qui le nourris et qui lui donne de l'argent en plus de son salaire pour y arriver, parce qu'on lui coupe les allocations, parce qu'il n'a plus de papier. Donc là, moi, ça me fait peur quand vous me dites qu'on ne veut plus du tout les régulariser, parce que c'est un mineur immigré sans parents. Et je suis allée à l'ambassade pour avoir des papiers quand il est arrivé. C'est comme ça qu'on a réussi. Il est allé 2 mois, parce qu'il lui a fallu 2 mois pour avoir son passeport, parce qu'en France, on ne peut plus avoir des passeports guinéens. Donc il est parti là-bas avec la peur au ventre, où il payait quelqu'un pour le surveiller parce qu'il ne pouvait pas retirer de l'argent. Donc j'ai prié, et il m'a demandé de prier pour lui ici, parce que ce n'est pas normal, parce qu'on les laisse passer, effectivement, mais quel avenir on leur réserve quand ils sont honnêtes?
Parce que l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, donc c'est pour ça que ça me fait un peu peur, peut-être qu'il ne m'en a pas parlé, mais il disait pourquoi moi j'ai tout en règle et on ne fait rien pour moi, alors que j'ai des copains, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas déclarés, ils ont de l'argent, ils roulent avec des voitures et tout va bien pour eux. Et là, je pense qu'il y a un problème pour ceux qui sont réglo et que les patrons font des efforts pour eux. Quand j'en vois des boulangers qui font des grèves de la faim pour avoir les papiers de leurs apprentis, c'est une honte. Oui, je ne sais pas tellement quoi ajouter, si ce n'est qu'effectivement, on a besoin énormément de témoignages comme le vôtre, parce que c'est totalement absurde. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des jeunes qui travaillent, ont appris très rapidement la langue et autres, et on n'arrive pas à les régulariser. Donc, alors, les autres, effectivement, bon, ils sont pris en charge jusqu'à 18 ans. Parfois, il peut y avoir un contrat jeune majeur, mais ceux qui sont dans la rue ne reçoivent pas d'allocation ni rien, puisqu'ils sont dans la rue, donc ils sont pris en charge par personne. Donc, et comme les immigrés clandestins ne peuvent rien toucher, et même on l'a vu au moment du Covid, justement, les aides ne pouvaient pas les toucher. Donc, c'est pas tant un problème de ceux qui profiteraient du système, puisque s'ils sortent du système, ils ne peuvent pas en profiter, ou s'ils ne sont jamais rentrés dans le système. Mais par contre, c'est un véritable problème sur le fait qu'on n'arrive pas à régulariser des personnes qui travaillent, qui, comme vous dites, sont parfaitement intégrées. Et là, c'est totalement absurde parce que c'est un besoin énorme, quoi. Alors, il y a des actions qui ont été faites avec des chambres de commerce et je pense que c'est sans doute l'argument sur lequel les pouvoirs publics sont le plus sensibles, notamment localement. C'est dès que la chambre de commerce, le syndicat de boulanger, etc. s'en mêlent, là, ça met une certaine pression au préfet pour qu'on puisse obtenir des régularisations. Donc, normalement, il devrait pouvoir être régularisé, mais c'est sûr que c'est de plus en plus un combat, uniquement, j'ai envie de dire, pour des questions électoralistes, mais absolument pas pour des faits qui, comme vous le témoignez là, en fait, vous en avez besoin, il travaille très correctement, vous êtes très satisfait, et donc, bah oui, il va trouver très rapidement sa place dans la société, c'est évident. Bonjour, alors moi je m'appelle Jérômine et je suis RH et en fait je vais rejoindre madame mais sur des questions de diplôme. Donc je reçois régulièrement des personnes qui cherchent du travail, qui sont diplômées de facultés de droit notamment, mais qui n'ont pas leur papier, leur titre de séjour, qui sont plus à jour, qui sont toujours sur le territoire. Ce serait une bonne immigration choisie, des gens qui paieraient des impôts, donc qui ne représentent pas de coût pour la société en réalité, mais c'est que du bénéfice. Ils n'ont pas le droit de travailler. Donc maintenant, moi, je recommande aux femmes de se marier pour pouvoir rester, pour pouvoir travailler. C'est très grave. Donc, ou de faire un enfant, ou alors, voilà, à ce moment-là, comment on fait pour faire remonter les témoignages? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut faire remonter tout ça. Tous les RH connaissent ce problème. Ce problème, il est juridique, il est légal, c'est la loi qui est discriminante, en fait. Donc, comment on fait à ce moment-là? Oui, alors je suis pas. Enfin, il y a effectivement des associations qui vont travailler là-dessus. Mais donc moi, je suis pas spécialiste, si vous voulez, des mobilisations par rapport à cette question-là. En revanche, ce que j'observe, c'est que effectivement, on va avoir des associations comme la CIMAD de Gisti qui vont militer ou le Secours catholique sur ces questions-là. Ça c'est vrai. Il ne faut pas oublier l'échelon local et l'échelon économique. C'est-à-dire que je pense que, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dès qu'il y avait une action qui venait de la part des employeurs et qui se retournait vers la chambre de commerce, c'est là souvent où, en fait, ça mettait j'ai envie de dire, ça redonnait du concret à ce paradoxe que j'ai posé dès le début, et qui est dans ce paradoxe absurde et qui crée une vraie absurdité et donc des drames qui sont liés à cette absurdité. Et dès qu'en fait on souligne ce paradoxe en disant mais non, ces personnes-là effectivement vont gagner de l'argent, vont payer des charges sociales, donc non seulement ce ne sera pas un coût mais ce sera un plus,
Et on sait qu'ils seront souvent en plus bien motivés, bien plus motivés que d'autres. Je pense que c'est vraiment cet échelon économique qui peut emporter les choses. Parce qu'on est quand même dans un monde de catégorisation très rapide, et dès qu'il y a une action militante, maintenant c'est considéré comme, vous voyez, oui, ils sont partisans, c'est militant, etc. Quand c'est le petit patronat qui se mobilise, les artisans ou autres, du coup, c'est plus difficile de refuser donc, des titres de séjour, parce que là, effectivement, la population ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on le refuse. Donc voilà, il y a plusieurs angles dans la mobilisation. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais dans ce que j'ai vu qui a marché le mieux, ça a été surtout quand ce secteur-là aussi, le secteur privé des artisans, des petits employeurs, a pu être mobilisé. Voilà, Jean-Marc Duban, je suis de Brignoles, il y a l'hôtel Ibis, il y a 36 Emena. Et je peux témoigner que, on parle de Guinéens et d'autres pays, depuis 3-4 ans, la plupart des jeunes qui sont arrivés ont obtenu un CAP, d'autres continuent dans la voie scolaire ou professionnelle. Ils ont été jeunes majeurs, ils ont obtenu la carte de séjour et maintenant ils payent des loyers dans la ville. Mais je m'aperçois que c'est grâce à l'action d'associations, de personnes qui étaient très pointues juridiquement et qui ont obtenu d'avoir des passeports, etc. Donc il y a une mobilisation aussi, et il y a Secours catholique aussi qui fait un très gros travail pour permettre à ces jeunes qui arrivent mineurs. Hein. C'est vrai qu'à 18 ans, on les jette parce qu'ils n'ont pas les papiers et là, c'est difficile. Merci. Je vais profiter que je sois dans le secteur parce que je ne veux frustrer personne. Et tu réagiras, Olivier, peut-être aux deux. Bonjour, je voulais juste savoir, les mineurs isolés, en fait, est-ce qu'ils sont déjà isolés dans leur pays? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des enfants qui sont lâchés dans la rue? C'est les familles qui les envoient? Ou ils sont déjà recrutés par les réseaux, là-bas, sur place? D'accord. Donc, alors, juste par rapport donc, au témoignage de monsieur, je pense que voilà, c'est très important, même ici, que des gens peut-être se rapprochent de vous pour que vous puissiez expliquer comment vous avez fait. Parce qu'en plus d'une préfecture à l'autre, c'est pas du tout pareil. Donc en tout cas, on a besoin vraiment de s'entourer de spécialistes et heureusement que les associations font ce travail-là. Donc ça, je pense que voilà, ça serait intéressant. Alors après, sur la question des mineurs, alors on appelle mineurs isolés, mineurs non accompagnés, c'est un peu du politiquement correct. C'est pas des orphelins, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des personnes qui sont parties seules, mais leurs parents sont restés au pays. Ensuite, sur les modalités de départ, pendant très longtemps, on disait qu'ils étaient mandatés, c'est-à-dire que c'était leurs parents qui disaient de partir, on va dire depuis 2016, 2017, enfin, toutes les études ont montré que maintenant, c'est les jeunes, il y a une forme d'individualisation beaucoup plus importante qu'avant, du fait des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le poids des communautés locales, de la famille ou autre, est beaucoup plus faible car les jeunes ont directement accès à l'information avec les réseaux sociaux. Et donc de plus en plus, on est sur des projets individuels, parfois qui demandent un financement de la famille ou d'un oncle, etc. Mais la décision de migrer, souvent, provient des jeunes eux-mêmes. Donc on est sur des changements de modèle et ça, il y a vraiment un impact des réseaux sociaux par rapport à la migration qui est important, pour le meilleur comme pour le pire. Le retourne, une dernière question peut-être. Je vais au plus proche. Oui, Jean-Michel, je suis effectivement au Secours catholique, où je m'occupe des migrants, dans le cadre non pas de l'OFPRA, mais plutôt de les préparer à la CNDA, c'est-à-dire la Cour nationale des demandeurs d'asile, où ces gens peuvent faire...
où ces gens peuvent faire une demande, un appel de la décision de l'OFPRA. Parce qu'il faut savoir que l'OFPRA ne délivre pas facilement des papiers, enfin l'autorisation de rester en France à des gens, c'est de l'ordre de 20-25%, alors qu'à la CNDA, il y a une possibilité de faire appel. À ce propos, je voulais quand même vous demander de rappeler beaucoup de gens, quand on discute à l'extérieur avec des gens X ou Y, vous disent « Ah, mais les migrants, on leur donne des sous tous les mois pour rien faire. » Comment se fait-il que l'État ne permet pas à ces gens de travailler dès qu'ils arrivent et qu'ils en ont les moyens? Et ça permettrait d'avoir beaucoup moins de personnes qui sont dans la rue ou qui sont sans papier, puisqu'on estime à peu près à 90% les gens qui sont arrivés en France, qui n'ont pas obtenu de papier et qui sont restés. Et ces gens-là vivent dans la misère la plus complète. Et je voudrais aussi rappeler à tout le monde que quand on se trouve coincé dans une situation où il faut une aide juridique, il faut se rapprocher obligatoirement d'associations qui font du très bon boulot, comme vous l'avez cité, la CIMAD, le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme. Tous ces gens-là mettent beaucoup de pression pour arriver et sont souvent bien introduits auprès des préfectures. Et ça, c'est essentiel. Quand une association est bien vue d'une préfecture, elle obtient des résultats. Oui, alors peut-être, enfin, pour aller dans votre sens, quelles que soient les situations que vous avez, que ce soit des difficultés juridiques ou des situations qui relèvent de l'exploitation, s'il y a un seul conseil à donner, c'est ne restez pas seul. En fait, effectivement, il existe des associations, il existe plein de choses, et plus on crée du partenariat, plus on travaille ensemble, plus finalement on a du succès. Et s'il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est surtout ne pas s'isoler, ne pas rester avec ces situations qui sont souvent lourdes, qui nous dépassent. Et il faut mobiliser, y compris, c'est ce que j'ai essayé de dire, au-delà de la sphère associative, impliquer effectivement le petit patronat, les artisans. Et c'est que comme ça qu'une autre image, une autre voix pourra être entendue et que toutes ces situations absurdes qui créent des drames vont pouvoir en tout cas trouver une issue, et une issue cette fois-ci positive. Ouais. On continuera, ceux qui veulent continuer à parler à Olivier, je propose. Ouais. Bon, en un mot. Ouais. Je sais pas si vous répondre aussi. Ouais. Oui, donc en un mot, oui. Ce que j'ai essayé de montrer au début, c'est qu'en fait, c'est un besoin, c'est-à-dire que pas dans tous les domaines, mais que ce soit l'agriculture, la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, on pourrait faire une liste assez longue, suivant les départements. C'est vrai que ça nous plaise ou non, l'Europe et la France aussi est très dépendante de cette main-d'œuvre immigrée. Et donc, plus elle sera accueillie dans des bonnes conditions, moins on aura ces dérives dont on a parlé à l'instant. Merci Olivier.